Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. Pour cette dernière édition de votre podcast en français sur la justice fiscale, nous allons revenir sur les grands événements qui ont marqué l'actualité de ce sujet au cours de l'année 2020. Évidemment, la Covid-19 et son lot de conséquences sanitaires et économiques ont fortement impacté la vision qu'on peut avoir de la justice sociale et de la justice fiscale. Dans une Afrique où les enfants de présidents, notamment la fille de José Eduardo dos Santos, a été prise la main dans le sac avec des millions de dollars sortis de son pays pour être cachés dans des paradis fiscaux comme Dubaï, il y a eu une prise de conscience collective qu'il est temps de renforcer la mobilisation des ressources fiscales et ne plus compter forcément sur l'aide internationale. De toutes les façons, les multinationales ne sont plus là pour faire de la philanthropie. Lorsqu'elles le peuvent, elles récupèrent le maximum de bénéfices, elles les mettent dans les juridictions secrètes et l'État de la justice fiscale, publié par Tax Justice Network ainsi que d'autres organisations de la société civile, notamment Global Tax Alliance ou encore Public Service International, ont mis en évidence le fait que l'Afrique perd 25,7 milliards de dollars chaque année parce que les multinationales fraudent à l'impôt et que les riches fortunés ne veulent pas qu'on puisse taxer leur argent. Voilà un peu ce qui sera l'économie de cette édition. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Et aussi, vous pouvez aller sur notre page YouTube www.impotsetjusticesociale.com ou encore pour ceux qui ont l'application Stitcher, vous cherchez le thème impôts et justice sociale. Mais pour ceux qui veulent interagir avec nous, vous pouvez aller sur notre page Twitter, #ImpôtsSocial ou notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse impôts avec s-8 social@outlook.fr. À tout de suite pour le développement. L'année 2020 a débuté sur ce scandale concernant l'Angola, notamment Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos, qui a été prise la main dans le sac pour avoir détourné des milliards de dollars qu'elle a cachés à Dubaï. Une juridiction qui est jugée opaque, mais aussi qui est l'une des plus agressives en matière de fiscalité avantageuse au détriment de l'Afrique. Le rapport a été publié par le Consortium international des journalistes d'investigation. Nous avons à l'occasion discuter avec Will Fitzgibbons. Il est un des journalistes de cette organisation, un journaliste leader de cette organisation. Écoutez un extrait de l'entretien que nous avons eu avec lui. Alors Will, au-delà de la fille dos Santos, les Luanda Leaks nous révèlent en quelque sorte le visage de nouveaux paradis fiscaux et places offshore qui hébergent les flux financiers illicites ou abusifs en provenance d'Afrique. Dubaï peut être aimé pour ses tours et son luxe, mais c'est aussi un paradis fiscal. Jusqu'où, selon vous, le mal que représente cette juridiction pour les pays africains est désormais profond? À travers nos récentes enquêtes avec ICIJ, y compris Panama Papers et West Africa Leaks et encore Luanda Leaks, c'est vrai qu'on voit Dubaï émerge en tant que paradis fiscal de préférence, surtout par des hommes d'affaires, des femmes d'affaires et des politiciens en Afrique. Ce n'est pas du tout par hasard qu'on voit Dubaï émerge en tant que paradis fiscal quand en même temps des paradis fiscaux entre guillemets traditionnels sont en train de se fermer un peu plus, comme le Panama ou bien comme la Suisse. Donc c'est tout à fait quelque chose que nous remarquons dans l'ensemble de nos enquêtes. Cela a-t-il été une surprise pour vous? On se rappelle quand même que Tax Justice Network, en mai 2019, avait révélé que les Émirats Arabes Unis était le pays le plus agressif en matière d'obtention de fiscalité avantageuse en Afrique, suivi de l'île Maurice. Le Luanda Leaks vient juste après le Mauritius Leaks. Or, ces deux juridictions ont des multiples accords commerciaux avec l'Afrique,
Ces accords doivent-ils être revus selon vous ? En 2019, Tax Justice Network a bel et bien publié une enquête selon laquelle Dubaï et la Maurice arrivent en tête comme paradis fiscaux parmi les plus nocifs en ce qui concerne l'Afrique et l'évasion fiscale. C'était par hasard que Luanda Leaks apparaisse bien après Mauritius Leaks de l'ICAJ, mais c'est vrai que selon des experts à qui je parle, selon des inspecteurs des impôts en plusieurs pays d'Afrique, la Maurice est très problématique et aussi Dubaï, je pense que c'est même plus problématique. Pourquoi ? Parce que les Émirats quand même, y compris Dubaï, est un pays très puissant. C'est-à-dire pas trop besoin de négocier avec qui que ce soit. C'est très difficile selon des inspecteurs des impôts à demander de l'information, des échanges avec les Émirats par exemple. Donc je crains bien que le Dubaï va rester une juridiction assez difficile pour ses partenaires africains. Et comme nous avons noté dans le cadre de Mauritius Leaks, selon des experts, il y a très peu de raisons pour lesquelles un pays africain signerait logiquement un accord fiscal avec un pays comme les Émirats ou le Dubaï. Quand un pays comme le Dubaï n'a presque pas d'impôts, ça veut dire qu'en gros, un pays signe un accord fiscal avec un paradis fiscal qui forcément introduira un risque d'évasion fiscale. On se rappellera aussi que Tax Justice Network a publié son rapport sur la vulnérabilité aux flux financiers illicites. À cette occasion, nous avons eu la grande opportunité de pouvoir écouter un député camerounais de l'opposition demander à l'État de réduire sa vulnérabilité aux flux financiers illicites afin de mobiliser le maximum de ressources fiscales. En ce moment, la Covid n'était pas encore un gros problème. Écoutez ce qu'avait dit le député camerounais Cabral Libi lors de la présentation du budget au Parlement. Le gouvernement continue à faire l'autruche sur la question du niveau général de prélèvement. Monsieur le ministre, y avait-il meilleur moment pour s'attaquer aux niches fiscales? Il y a une vieille constante au Cameroun. Les petits commerçants et les salariés subissent une pression fiscale plus rigoureuse que les grands. Ils bénéficient des passe-droits et autres aménagements procéduraux. Nous ne disons pas qu'il faut augmenter les impôts. Mais après toutes les mesures prises au sujet des impôts d'activité intermédiaire, les exonérations, les ajournements, les suppressions, comme vous l'avez vous-même répondu en commission, il faut au moins percevoir l'impôt qui est dû. Le Covid-19 vous a offert l'opportunité de mettre fin au laisser-aller qui profite à ceux qui ont un potentiel fiscal plus élevé. Monsieur le ministre, pourquoi vous ne l'avez pas saisi? Expliquez-nous la passivité du gouvernement devant le nouvel acte uniforme OHADA relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017, qui marque un recul par rapport à celui de 2000, lorsqu'il permet aux entreprises du régime simplifié d'imposition et même du réel de ne plus produire les données essentielles, notamment les états financiers détaillés qui renseignent sur la valeur ajoutée, indispensable à l'évaluation des performances qui permettent, le cas échéant, la révision de l'échelle d'imposition. Comment comprendre que plus d'un an après l'édiction des règles strictes de transfert par l'autorité monétaire, dans le but de juguler le déséquilibre de la balance de paiement, notre gouvernement n'ait pas encore pris la mesure de la chose, en prescrivant aux banques locales d'exiger de tout opérateur la preuve du paiement préalable de la taxe spéciale sur le revenu avant tout transfert relatif à la rémunération d'un prestataire basé à l'étranger. Comment comprendre que notre doctrine administrative fiscale est systématiquement contre la loi, contra legem, mauvaise traduction, c'est-à-dire que les circulaires interprétatives de la loi de finances que nous votons ici, ces circulaires signées par des fonctionnaires, donnent tout le temps un sens contraire à ce que la loi a dit, entraînant des revirements fiscaux inattendus à la tête du client, ce qui fait d'ailleurs que certains contribuables dolosifs puissent narguer même le service émetteur grâce aux dégrèvements qui s'ensuivent. Comment tolérer que subsiste encore une kyrielle d'applications informatiques
chacune avec un fichier différent de l'autre, et qu'aucune ne soit en lien avec celle générant automatiquement la non-redevance, dont le rôle cardinal pour toute opération économique a pourtant été consacré par la loi de finances. Est-il compréhensible qu'un agent du fisc n'ait pas la possibilité, depuis son poste de travail sécurisé, d'avoir accès aux données économiques de la douane, des domaines, du trésor, du budget? Face à la Covid, les grands pays développés, mais qui sont aussi des pays qui sont classés dans le classement des paradis fiscaux de Tax Justice Network comme étant ceux qui favorisent le plus cette pratique illicite, ont mobilisé des milliers de milliards de dollars pendant que l'Afrique était juste observée et on disait qu'elle va complètement s'effondrer en raison de la pandémie. Le président Macky Sall a trouvé l'occasion de rappeler qu'il était temps de voir les choses différemment. Écoutez ce qu'il a dit à l'occasion d'un webinaire où il se prononçait avec d'autres chefs d'État africains. L'humanité n'a pas été capable de développer une solidarité entre les pays. Malgré les appels et malgré en fait le comportement de l'Afrique, et le président Issoufou vient de le dire, sans moyens importants, l'Afrique a pu quand même être résiliente en termes de nombre de contaminations et en termes de nombre de décès. C'est clair qu'il y a encore des choses que nous ignorons sur le virus, sur le pourquoi de cette résilience de l'Afrique. Il y a certainement une conjonction de facteurs. Mais ce qui a manqué, malgré les efforts au départ, tout à fait louable du G20, d'aller vers un moratoire sur la dette bilatérale, évidemment c'était un pas, mais un pas insuffisant. Un pas insuffisant par rapport aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Et c'est à ce niveau où nous devons continuer à plaider pour plus de solidarité, pour un nouvel ordre mondial basé sur les valeurs humaines, basé sur la solidarité internationale. Et je dois dire au moment où je vous parle que je me sens un peu triste de constater que, en fait, la pandémie n'a pas suffisamment donné des leçons à l'humanité. Aujourd'hui, vous avez des pays qui ont les capacités de dire nous levons 1000 milliards de dollars, nous levons 2000 milliards de dollars. La simple évocation de cette volonté suffit à ces pays pour mobiliser ces ressources. D'autres pays comme les nôtres, malgré leurs efforts, ne sont pas en mesure aujourd'hui de lever 2000 milliards de dollars ou 3000 milliards de dollars pour faire face non seulement à la riposte sanitaire, parce que nous sommes dans ce combat au quotidien, jour comme nuit, pour justement contenir la maladie. Ne sont pas en mesure de prendre les protections pour leurs entreprises et pour préserver les emplois. C'est donc qu'il y a une injustice qui vient, en tout cas que le Covid vient encore de prouver, et il faut que ce système international change. Moi, je plaide pour un renouveau mondial basé sur plus de justice sociale, plus d'équité, puisque ce que nous vivons, c'est encore les conséquences d'un modèle économique qui découle de la Seconde Guerre mondiale, et tout a été bâti sur ce modèle alors que l'Afrique n'était pas indépendante. Aujourd'hui, 1,3 milliard d'Africains, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'il y aura le vaccin et que les pays qui vont le découvrir n'acceptent pas de partager ce vaccin pour tous? Donc nous plaidons aussi pour que le vaccin, quel que soit le pays qui va le découvrir, soit un vaccin mis à la disposition de l'ensemble de l'humanité. Sans aucun doute, il est désormais admis qu'il faudrait faire une réforme de la fiscalité internationale. Léonce Dikoumana est un ancien guerrier de la bataille pour la justice fiscale en Afrique. Il nous avait fait l'honneur de répondre à quelques-unes de nos questions. Écoutez une des réponses qu'il avait données à l'occasion de l'interview qu'il nous a accordée. La réforme de la fiscalité internationale des entreprises est urgente pour plusieurs raisons. Premièrement, comme l'ont démontré la pandémie du Covid et la crise économique qui a suivi, la capacité des gouvernements à intervenir et à protéger l'économie et la population de la crise dépend essentiellement de leur espace budgétaire. Ceci est déterminé principalement par le volume des recettes intérieures ainsi que par la soutenabilité de leur dette extérieure. Deuxièmement, dans les pays en développement, plus encore que dans les pays développés,
L'impôt sur les sociétés est une source importante des recettes publiques. Lorsque les entreprises internationales se soustraient au paiement des impôts, cela compromet gravement la capacité du gouvernement à mobiliser des recettes nationales. Le FMI a estimé que les pertes fiscales annuelles des sociétés associées au transfert des bénéfices vers les paradis fiscaux dépassent 500 milliards de dollars, dont environ 200 milliards pour les pays en développement. S'ils étaient collectés, ces revenus pourraient contribuer grandement à combler les déficits de financement auxquels sont confrontés les pays en développement dans leurs efforts pour atteindre les objectifs du développement durable. Troisièmement, une fiscalité des entreprises juste et efficace est une question de justice sociale. D'une part, ces entreprises utilisent des infrastructures et des services publics financés par les recettes fiscales. Il est donc juste qu'elles contribuent au financement de ces biens et services publics en payant des impôts appropriés. D'autre part, il est injuste, voire immoral, que les entreprises multinationales paient moins d'impôts que leurs employés. En fait, certaines des méga-entreprises, en particulier les géants du numérique, comme Google, Facebook, Amazon, ne paient souvent pas d'impôts du tout, alors que leurs employés n'ont aucun moyen de se soustraire à leurs impôts qui sont prélevés à la source. Comme geste de solidarité, le G20, qui est le club des 20 pays les plus riches de la planète, ont affiché leur volonté de pouvoir aider l'Afrique avec une initiative de suspension du service de la dette. Mais cette initiative a été plus l'effet d'un coup de com'. Fanny Gallois nous l'a expliqué, elle est la coordinatrice de la plateforme Dette et Développement. Elle avait aussi répondu à quelques-unes de nos questions après la publication d'un rapport par Eurodad sur le sujet. Les pays africains ont besoin de milliards de dollars de financement pour sauver des vies et des moyens de subsistance. C'est la raison pour laquelle Oxfam et ses partenaires demandent l'émission de 1000 milliards de dollars de réserves supplémentaires qui augmenteraient considérablement les fonds dont disposent les pays pour faire face à cette pandémie. Je tiens à répéter que, maintenant plus que jamais, nous devons veiller à ce que les précieuses ressources soient utilisées de manière efficace et transparente. Alors que les pays ont désespérément besoin d'un soutien financier pour faire face à la crise sanitaire et économique, il est essentiel d'ancrer fermement la transparence et la responsabilité dans la gouvernance de toutes les ressources qui entrent dans les coffres des gouvernements. Qu'il s'agisse des fonds existants ou de nouveaux fonds collectés auprès de partenaires internationaux. La transparence budgétaire, le contrôle parlementaire et l'engagement de la société civile, même en période de blocage, sont essentiels pour garantir que les fonds arrivent là où ils sont les plus nécessaires. La société civile doit être autorisée à jouer activement son rôle. Oxfam suggère par exemple de mobiliser la plus-value réalisée sur les stocks d'or du Fonds monétaire international et de soutenir les pays pauvres sans aucune compensation. Comment cela fonctionnerait exactement? L'Afrique et le monde sont confrontés à une crise extraordinaire. Elle appelle donc des réponses extraordinaires, des réponses qui n'ont jamais été vues auparavant. Nous voyons des réponses aussi extraordinaires de la part des gouvernements des pays riches du Nord. Pour vaincre la pandémie et préserver les vies et les moyens de subsistance en Afrique, le continent doit également s'engager dans des mesures tout aussi extraordinaires. Le Fonds monétaire international a utilisé des revenus des ventes d'or dans le passé. Cela a permis d'alléger la dette des pays africains très endettés dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, PPTE. Je pense qu'il a la capacité de le faire à nouveau maintenant. La valeur des avoirs en or du FMI a augmenté de 19,3 milliards de dollars depuis le début de cette pandémie, de 138,2 milliards de dollars en janvier 2020 à 157,6 milliards de dollars à la mi-avril. Cette augmentation à elle seule équivaut à plus que la dette totale de 12,4 milliards de dollars due cette année par les pays pauvres aux institutions multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale. Le FMI devrait donc vendre une partie de ces énormes réserves d'or, dont la valeur a augmenté de près de 20 milliards de dollars au cours des 3 derniers mois seulement. Les bénéfices exceptionnels de cette seule opération feraient plus que couvrir les paiements de la dette multilatérale de cette année par les pays les plus pauvres. À Oxfam,
Nous avons estimé que 19 milliards de dollars pourraient financer les salaires de 6,3 millions d'infirmières en Afrique pendant un an. Votre mot de fin, un appel, un message à la communauté internationale. Je voudrais conclure en disant que les choses ne peuvent plus être comme avant. Au sortir de cette crise, nous devons renforcer la mobilisation de nos ressources intérieures afin d'investir dans la transformation de l'Afrique et de renforcer nos systèmes de santé pour répondre de manière adéquate aux futures pandémies. Nous devons tous agir ensemble pour mettre fin aux flux financiers illicites et aux incitations fiscales inutiles accordées aux multinationales. La perte de recettes fiscales a des effets néfastes, limitant la capacité de nos gouvernements à financer des services publics essentiels tels que l'éducation, les soins de santé et l'assainissement. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, perd environ 9,6 milliards de dollars par an en raison des incitations fiscales offertes par les gouvernements aux entreprises pour attirer les investisseurs. Cela suffit pour construire 100 hôpitaux modernes bien équipés en un an. L'année s'est terminée sur un gros rappel de Tax Justice Network en collaboration avec Global Tax Alliance et Public Service International qui ont publié le tout premier état de la justice fiscale dans le monde. Et on apprend que le monde perd 427 milliards de dollars chaque année du fait de la fraude fiscale des multinationales, mais aussi des riches personnes fortunées. L'Afrique n'est pas en reste, elle perd 25,7 milliards de dollars chaque année. Cet argent aurait pu permettre de recruter des millions d'infirmières, mais aussi de pouvoir recruter des millions d'enseignants, de pouvoir ouvrir des milliers de salles de classe. Nous sommes allés discuter de ce sujet avec Mark Ona. Il est le responsable au Gabon de l'ONG Brain Forest. Il a accepté d'analyser ce rapport sous le prisme de son pays. Le Gabon, riche pays pétrolier, mais où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Écoutez ce qu'il nous avait dit lorsqu'il nous a reçus dans son siège. Je pense que ce chiffre est même en deçà de la réalité. Le véritable problème, c'est pas tant la fraude des multinationales, c'est pas tant la fraude, ce sont des cadeaux fiscaux du gouvernement à ces multinationales. Le véritable problème que nous rencontrons dans notre pays, c'est que, je l'avais dit en 2009, c'est que au Gabon, toutes les personnes, tous les dirigeants qui sont au sommet de l'État sont des businessmen, sont des hommes d'affaires. Ce sont ces personnes qui sont à la tête de toutes les entreprises qui opèrent dans notre pays. Il est évident que si on ne peut pas être jugé parti, ces allègements fiscaux, ces cadeaux fiscaux et tout ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, c'est fait à dessein. C'est pas du fait des multinationales. Vous savez, quand les multinationales tombent dans un environnement où la corruption est rampante, où les dirigeants sont influençables, où l'administration n'a aucun moyen pour faire le travail, mais ce sont les multinationales qui dictent leur loi. Ils investissent pour engranger des bénéfices au Gabon. Je ne sais même pas si la charge fiscale constitue une menace pour un opérateur économique dans notre pays. Parce que la charge fiscale, elle est insignifiante. Insignifiante, tout simplement parce que, l'administration, elle est défaillante, les gouvernants sont complices de ces activités et la corruption, c'est la chose la mieux partagée. Alors, pourquoi nous sommes arrivés à cette situation? Le Gabon avait un bon mécanisme de contrôle de la fraude, ce qu'on a appelé les fonds communs. Les fonctionnaires dans notre pays, surtout les fonctionnaires des régies financières, avaient une sorte de prime qui leur permettait effectivement de faire la chasse à tous les fraudeurs, toutes les multinationales fraudées. Mais malheureusement, je ne sais pas quelle mouche a piqué les hautes autorités du pays, ils ont supprimé cette taxe, disons cette prime. C'est quoi la fameuse prime? Il était question que si vous arrivez à tomber sur un cas de fraude fiscale, le fonctionnaire qui en est à l'origine bénéficie d'un pourcentage du montant déclaré conformément au texte en vigueur. Et les fonctionnaires étaient vraiment encouragés à déceler des fraudes dans les multinationales et puis les inspections se faisaient de manière régulière. Et quand on a supprimé cette prime,
Le fonctionnaire aujourd'hui, soit il laisse passer la fraude, soit il s'entend avec l'opérateur pour avoir sa petite enveloppe. Et puis, le grand perdant, c'est qui? C'est l'État, les caisses de l'État. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides parce que, la fraude fiscale est devenue la règle. Les multinationales passent leur temps à vouloir dribbler, tromper l'administration, et avec les fonctionnaires complices de cela. Et je ne suis pas surpris. Et même le chiffre que vous donnez, je crois qu'il est vraiment en deçà de la réalité. Voilà, voici les points que nous avons jugés comme étant des moments forts de l'actualité de la justice fiscale en Afrique, mais aussi des moments forts de l'expertise que les grands acteurs de ce sujet ont accepté de partager avec nous. Nous allons entrer dans 2021. Permettez, au nom de Tax Justice Network, que je vous adresse mes vœux les meilleurs pour l'année 2021, que je vous adresse un joyeux Noël pour vous et pour vos familles, mais aussi que je vous rappelle que le combat ne doit pas s'arrêter. Nous avons franchi de nouvelles étapes au cours de l'année 2020. L'année 2021 sera celle de la reprise économique. Il faudra que les pays africains puissent mobiliser de la ressource fiscale afin de pouvoir financer la relance de l'économie, afin de pouvoir créer de l'emploi. Elles ont déjà dépensé près de 44,6 milliards de dollars rien que pour faire face à la Covid. Et les aides internationales n'ont pas été à la hauteur des attentes qui étaient espérées. Nous espérons vous retrouver en 2021 avec de nouveaux épisodes de votre podcast Tax Justice Network. En attendant, je vous en prie, protégez-vous, continuez de respecter les mesures barrières, portez des masques, ne sortez pas juste dans les grandes masses parce que vous voulez faire la fête. Le Covid est toujours en train de rôder. C'est pas sûr que l'Afrique aura le vaccin parce que cette affaire-là, il faudra dépenser gros et les Africains n'ont pas le budget pour. Vous pouvez continuer d'écouter notre podcast, comme je vous l'ai dit, sur notre page de podcast impotsocial.lipsyn.com, Lipsyn avec SYN à la fin, mais aussi. Vous pouvez aller sur notre page YouTube www.impotsjustice.com ou encore, pour ceux qui ont Stitcher, vous pouvez nous écouter sur la page Stitcher en cherchant Impôts et Justice Sociale. Vous pouvez interagir avec nous sur notre page de Twitter, #Impôts Social, ou encore aller sur notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Et pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à nous écrire impôts avec S-8 social @outlook.fr. Voilà pour cette dernière édition de l'année 2020. Portez-vous bien, joyeuses fêtes, beaucoup de prudence, mais gardez des forces, car le combat continue en 2021. Nous devons vaincre l'injustice fiscale. Nous devons pousser les multinationales à payer plus leurs impôts afin que l'Afrique puisse se développer. Au revoir et bonne fête de fin d'année.